Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, mercredi 22 mars. Voici les titres. Naufrage Esther Miracle. Le point dans ce journal des recherches initiées par les autorités au 14e jour de ce drame. Et puis, Journée mondiale de l'eau. À l'occasion de cette journée mondiale, notre rédaction a fait le constat de la répartition de ce précieux liquide à travers la capitale. Vous le verrez. Naufrage Esther Miracle en ouverture au 14e jour de ce naufrage. La situation n'a pas vraiment évolué. Les autorités continuent de mobiliser des ressources afin de continuer les recherches. Le point global dans ce communiqué que nous vous invitons à suivre. Mesdames et messieurs, ce mardi 21 mars 2023, les moyens navals des forces de défense et de sécurité ont pris la mer dès 9 h pour débuter les recherches sur les lieux du sinistre. Malheureusement, les opérations de recherche n'ont pas été effectuées pour des raisons d'intempéries. Les équipes de recherche ont regagné le port Mol à 12h57. Des 5 corps transférés au niveau des maisons de pompes funèbres, 2 corps ont été identifiés aujourd'hui et 3 restent à identifier. Le bilan à ce jour reste inchangé. 124 secourus et 26 décès. Les opérations se poursuivent. Je vous remercie. Célébration de la journée mondiale de l'eau, je vous l'ai dit en titre, et en cette journée où le monde entier se mobilise pour l'accès à l'eau potable, notre rédaction vous propose quelques séries de reportages réalisés dans certains quartiers du Grand Libreville. C'est le cas de Koltang où le stress hydrique est une réalité. Reportage signé Jessica Andjoa. À Koltang, plus précisément au Rail, plusieurs logements peinent à se procurer ce précieux liquide. Depuis des années, ce mal perdure, une source de vie recherchée un peu partout. Comment venir à bout de ce phénomène? Quand vous regardez au bord des maisons, là, est-ce que vous voyez même un robinet, même pas un tuyau qui passe? Non plus de l'eau ailleurs, à 1 kilomètre. L'épaule est déjà même gaspillée avec les bidons de 20 litres que je mets sur l'épaule. Les fûts, je transporte. Il n'y a pas de l'eau, amenez de l'eau. Hein? L'argent que pour garder dans vos grosses maisons, là, les millions et les millions. Oui, il n'y a pas l'eau. Même pas une goutte d'eau. Même pas une goutte. Nous, on fait de l'eau emportée. On achète encore de l'eau chez les voisins, les Ouest-Africains viennent nous livrer et on achète l'eau à 15 000 chaque tout. Avec les travaux d'adduction en eau potable initiés par les plus hautes autorités du gouvernement, la difficulté d'approvisionnement en eau potable dans le Grand Libreville et bien plus dans les 3 autres communes se fait toujours sentir. Nous avons un Ouest-Africain qui avait fait son puits depuis qu'il est arrivé ici. C'est un puits qui alimente toute la population en saison sèche. Tout le monde se rabat là-bas prendre de l'eau. Parce que quand il n'y a plus de pluie, on n'a plus de l'eau. Donc le Ouest africain a fait un grand puits là-bas. C'est ce puits-là vraiment qui ravitaille les gens. Mais quand le mois de septembre arrive, l'eau n'est plus bonne. C'est maintenant de la boue. On a le courant, il n'y a pas de problème. Mais l'eau, on n'en a pas. Une maman comme moi, je suis fatiguée. Si j'ai une machine à laver que les enfants m'ont offerte, je vais la brancher comment? Et la machine manuelle aussi, c'est du travail. Il faut prendre de l'eau, remettre dans la machine pour laver le linge. Une situation qui accroît les conditions de précarité dans lesquelles vivent les populations dans cette partie de la ville de Ntoum. Au centre-ville, c'est le même calvaire. Il n'y a pas d'eau à certains jours de la semaine. Les populations crient à l'aide. Maya Meda. En plein centre-ville de la capitale gabonaise, le précieux liquide se fait rare, comme dans plusieurs quartiers de Libreville. Un véritable problème qui touche les populations et impacte parfois leur bien-être. Certains bâtiments, par leur aspect, semblent ne pas faire face à ce phénomène, mais la réalité est tout autre. Au centre-ville, il n'y a pas d'eau du tout. Défiler d'eau, une machine à laver ne peut pas fonctionner. On a du difficulté à faire une douche, à prendre une douche. Et pour se laver les cheveux, on prend les vieilles méthodes avec les casseroles. Les quartiers de Libreville, où l'eau est devenue une denrée rare, ne cessent de s'allonger, impactant ainsi le centre-ville qui abrite la plupart des institutions de la capitale politique. Comment ces déchets
SG, chef de cabinet, responsable de magasin et bien d'autres s'en sortent-ils? Nous sommes régulièrement confrontés aux problèmes d'eau. On sait tous très bien que du côté du centre-ville, il y a en permanence des coupures. Bien que la question sur l'importance et la fondamentalité de l'eau s'avère quelque chose de véritablement problématique, on essaie de trouver au mieux des solutions palliatives pour nous permettre d'avoir de l'eau, surtout pour faire nos besoins. Cette pénurie conduit parfois les riverains à se poser des questions, malgré la proximité de la SEG avec certaines administrations. Cette situation perdure toujours, obligeant les uns et les autres à user de tous les moyens, notamment... Quand on arrive le matin, le secrétaire prend son temps de remplir des bouteilles et garder pour nos besoins d'eau. Donc, en attendant que ça coupe, et quand ça coupe, c'est fini. Donc, il faut attendre le lendemain pour l'avoir. La bonne qualité de l'eau est indispensable pour garantir un environnement sain et la santé des êtres humains. Malheureusement, on s'est déplacé, d'aller parfois à la tribune, il y a une toilette publique là-bas, donc comme ça se passe. Mais ici, il n'y a pas d'eau. La Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEG, pourquoi a-t-elle du mal à alimenter en eau la ville de Libreville? Les raisons restent inconnues jusqu'à ce jour. Sur ce, les questions que certains Gabonais se posent sont les suivantes. Qu'est-ce qui est fait pour rendre l'eau disponible à tous? Et pourquoi certaines zones en ont tout temps et d'autres non? Le quartier vénévois n'est pas exclu de cette situation. Le manque du précieux liquide fait veiller des hommes, femmes et des enfants qui parfois sont contraints de sortir du lit très tôt pour espérer voir le liquide à la pompe publique. Maya Meza. Confronté à une forte expansion urbaine, Libreville peine à fournir de l'eau potable à l'ensemble de ses habitants depuis plusieurs années. Si les différentes mesures ont été annoncées pour corriger le tir, les résultats se font toujours attendre. C'est le cas du quartier vénévois, dépourvu du précieux liquide depuis plusieurs mois. On est venu nous arracher la pompe, on ne sait pas ce qu'on a fait. Donc vraiment, je ne sais pas si l'État voit ça. Et on a eu l'incendie, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau. On boit l'eau du puits. Depuis, ça fait 2 semaines, on est chez nous, on souffre, on n'a pas l'eau. Je suis militante du PDG, mais je souffre, comme ce n'est pas permis. La Société d'énergie et d'eau du Gabon a-t-elle du mal à alimenter en eau la ville de Libreville? La question est régulièrement soulevée par les habitants, confrontés à la dure réalité dans plusieurs quartiers de la ville. Il y a une maman qui a failli mourir, on ne sait pas comment est-ce que les enfants l'ont fait pour lui sortir. Elle est traumatisée jusqu'aujourd'hui, elle n'a rien sorti, même pas une aiguille. On ne sait pas comment faire. En plus de cela, il n'y a pas l'eau. La SCG est venue nous couper encore l'eau. Il n'y a pas l'eau. La pompe publique a arraché carrément la pompe, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On ne comprend plus rien du tout. Cette semaine, un vaste projet d'adduction en eau potable dans le Grand Libreville a été conclu entre l'État et la société Orello. Peut-être un motif d'espoir pour les populations du quartier vénévois. Il est en train de venir là voir comment est-ce qu'il faut remédier pour mettre les compteurs. Selon la Banque africaine de développement, Libreville a besoin de 300 000 mètres cubes d'eau par jour pour satisfaire la demande de ses habitants et de ceux des environs. Le grand écart avec la production actuelle, la SEG produit seulement 2300 mètres cubes par jour, soit un déficit journalier de 70 000 mètres cubes. Et puis, pour répondre à ce besoin grandissant d'eau dans le Grand Libreville, le gouvernement a signé des conventions pour alimenter les ménages du précieux liquide. Djamingoma était présent à l'une des signatures. La signature des documents contractuels du projet d'adduction d'eau potable du Grand Libreville entre les sociétés Acciona et Orello et l'État gabonais a eu lieu ce jour. Une signature de convention qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable pour les populations du Grand Libreville. Cette signature devra permettre la réalisation d'une centrale d'eau d'une grande capacité dans le Grand Libreville. Le coût du projet a été évalué à 119 milliards de francs CFA. Nous venons de signer avec l'État gabonais une convention de concession pour la production indépendante d'eau avec la réalisation d'une centrale de traitement d'eau d'une capacité de 140 000 m3 jour
et qui va être connecté au réseau de distribution de Libreville. Une énième concession qui vient non seulement résoudre les difficultés d'accès à l'eau potable, mais aussi de réduire de façon continue cette difficulté observée. Une satisfaction pour les deux parties. Absolument, absolument. Et je voudrais en profiter pour remercier encore une fois les autorités gabonaises pour la confiance qu'ils nous ont accordée en nous confiant ce projet structurant qui va permettre de garantir un équilibre entre les besoins en eau des populations et la capacité de production totale disponible. Ce projet semble être un catalyseur dans le processus de développement du Gabon. Il rentre dans le cadre plan d'accélération de la transformation. La société Orelo Gabon Power Company aura la charge de porter ce projet, de le financer, de le construire, de l'exploiter et d'assurer sa maintenance dans le traitement et l'adduction d'eau potable sur une période de 25 ans. Économie à présent avec l'ouverture hier de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs du secteur social. La cérémonie était présidée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Yves-Fernand Mafumbi. Alexandre Baondo. L'entrepreneuriat social en or, c'est le thème de l'atelier de restructuration des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui s'est ouvert ce mardi à l'auditorium de l'immeuble à Rambo. Occasion pour la directrice générale de l'économie sociale de revenir sur le travail qui a été abattu en amont avant la tenue du dit atelier. En amont de cet atelier, des concertations par filière auprès des potentiels acteurs de l'économie sociale et solidaire ont été organisées et ont permis de mettre en lumière des filières et ou des secteurs suivants. La banane, le manioc, le numérique, la friperie, la pisciculture, l'élevage, l'agroalimentaire, les agents d'exploitation de parking, les photographes communément appelés les shooters, la fondation porcine, la couture, la coiffure, la restauration, le maraîchage, le BTP et la transformation et la valorisation des déchets. Pour matérialiser cette vision à vocation socio-économique, le Gabon peut compter sur des partenaires de développement, parmi lesquels l'UNESCO. Des modèles économiques alternatifs sont apparus ces dernières décennies, notamment l'économie sociale et solidaire d'une manière plus générale. C'est pourquoi l'UNESCO est fortement engagée dans l'accompagnement des initiatives de jeunes et de femmes visant à leur autonomisation économique. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'approche de l'UNESCO vise à stimuler la capacité des jeunes et des femmes en tant qu'acteurs du changement, c'est-à-dire à les considérer non seulement comme des bénéficiaires, mais également comme des acteurs actifs dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Le gouvernement de la République, dans sa politique de diversification de l'économie, mise sur l'entrepreneuriat et n'envisage ménager aucun effort pour voir ces hommes et femmes devenir de véritables acteurs de développement. Comme énoncé lors de la présentation de la stratégie nationale de développement du secteur privé, je souhaiterais fortement contribuer à la construction du secteur privé, prospère, compétitif, créateur de richesses et d'emplois de qualité. Ce challenge ne peut être atteint qu'avec l'implication des partenaires au développement qui nous accompagnent dans la mise en œuvre des politiques publiques irrélatives. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à accélérer. Rappelons que la structuration est un outil de gestion pour les organisations. Elle permet d'apporter des repères et de connaître les rôles dans l'organisation et contribue à créer des emplois décents. L'économie sociale, désormais une stratégie de développement pour le gouvernement, mais que signifie concrètement l'économie sociale et solidaire et quel rôle peut-elle jouer face aux crises multiformes dans la société? Alexandre Baondo. Au moment où l'humanité fait face à plusieurs crises et lorsque l'économie classique présente un certain nombre d'insuffisances en termes d'inclusion sociale, l'économie sociale et solidaire se présente comme une alternative. Mais qu'entendons-nous par économie sociale et solidaire? L'économie sociale et solidaire est cette économie qui se distingue de l'économie classique qui fonctionne sur un principe de patronat. Donc, par exemple, une entreprise
qui a un chef avec des employés, des ouvriers, etc., etc. L'économie sociale n'a pas de limite en principe. L'économie sociale aborde tous les secteurs voilà, tous les secteurs existants. Nous pouvons trouver l'économie sociale dans le secteur de l'éducation, nous pouvons trouver l'économie sociale dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'agriculture, dans tous les domaines. Dans une période assez critique marquée par la Covid-19, la guerre en Ukraine et le réchauffement climatique, l'économie sociale et solidaire peut jouer un rôle prépondérant pour renverser la donne. Il est mondialement reconnu que l'économie sociale et solidaire est la réponse à la crise de l'économie classique qui a été engendrée par tous les maux sociaux que nous avons connus. Donc tout simplement parce que l'économie sociale est une réponse, tout simplement parce qu'elle est cette situation qui amène à la prise en compte, comme je disais tout à l'heure, la valorisation de la valeur humaine, l'implication de tous les acteurs sans distinction. Et c'est en fait, j'ai envie de dire, c'est une économie inclusive. Elle a également pour vocation de fédérer les intelligences pour un meilleur impact social et environnemental. Le soutien, la solidarité et ainsi de suite. Parce que le souhait serait que lorsque vous avez obtenu, de par votre force, vous parvenez à relever également autour de vous. À titre de rappel, on peut remonter l'histoire de l'économie sociale et solidaire à l'Antiquité. Mais elle puise ses racines dans la révolution industrielle du 19e siècle avec la création des premières sociétés de secours mutuels. Santé à présent avec la célébration hier de la journée mondiale de la trisomie 21, encore appelée syndrome de Down. Une occasion pour sensibiliser le grand public sur cette maladie qui affecte des milliers d'enfants à travers le monde. Chimène Nindong. La trisomie 21 est une malformation congénitale liée à la présence d'un chromosome en plus sur la 21e paire. En lieu et place des 46 chromosomes, un trisomique en possède 47, d'où la déficience intellectuelle dont souffrent tous les malades de la trisomie 21, laquelle varie d'un individu à un autre. À cela s'ajoutent les autres pathologies dont les malformations cardiaques, digestives, de l'appareil urinaire et oculaire dont ils sont victimes. Depuis 2006, le 21 mars est consacré à la journée de la trisomie 21, une date symbolique puisque 21 sur 3 fait allusion aux 3 chromosomes 21 de cette anomalie génétique. Pour cette nouvelle édition, Down Syndrome International a choisi de se concentrer sur le thème « Avec nous, pas à notre place ». Une approche qui vise à considérer les personnes handicapées comme ayant le droit d'être traitées équitablement et avoir les mêmes opportunités que tout le monde en travaillant avec les autres pour améliorer leur vie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est estimé que la prévalence du syndrome de Down est comprise entre 1 sur 1000 et 1 sur 100 naissances vivantes à travers le monde. Chaque année, environ 3 000 à 5 000 enfants naissent avec cette anomalie chromosomique. Les personnes porteuses de trisomie 21 peuvent atteindre une qualité de vie optimale lorsqu'elles bénéficient de l'appui et des soins de leurs parents, d'un bon suivi médical et d'un système de soutien communautaire adapté avec, par exemple, une éducation inclusive à tous les plans. La trisomie 21 est une question de santé publique. C'est dans ce sens que l'État gabonais a mis en place le Centre national de prise en charge des enfants trisomiques appelé Centre Ndossi, situé dans la commune d'Akonda. Les antirétroviraux, un médicament essentiel pour les personnes vivant avec le VIH, mais qu'advient-il en cas de déficit et comment ces personnes s'adaptent-elles à cette situation? Ruth Matanga. Vivre avec le VIH n'est pas chose aisée pour les personnes atteintes de cette maladie, surtout en manque d'antirétroviraux. En cas de manque d'antiviraux, d'abord moi-même je suis personne vivant avec le VIH, ça me fait déjà 30 ans. Donc quand il n'y a pas des antirétroviraux, nous on ne sait plus de quel sens ça vaut, on ne sait plus quoi faire parce que ce sont des antirétroviraux qui neutralisent le virus. Maintenant qu'il n'y a pas des antirétroviraux, on ne peut rien. Ces personnes porteuses de VIH
font également face à des contraintes quotidiennes. Les contraintes d'une personne qui vit avec le VIH, c'est qu'il faut d'abord avoir une vie saine, c'est qu'il faut manger d'abord équilibré. Il y a l'alimentation qui joue son rôle, il y a aussi l'hygiène. Et les antirétroviraux, vous devez prendre des antirétroviraux sans rupture. Donc à chaque fois, à chaque heure, vous devez prendre vos antirétroviraux pour éviter la multirésistance ou le co-infection. Souvent marginalisés, rejetés dans la société, certains ont décidé de briser la honte et affronter les regards. Explique Madame Oussunda qui apporte quelques conseils aux personnes atteintes. Personnellement, comme je témoigne à visage découvert, j'ai brisé le tabou de la honte. Moi, je me sens très bien, mais le problème, ce sont des autres qui n'ont pas encore brisé leur tabou de la honte. Je ne sais pas comment ils ressentent, mais moi, personnellement, je me sens très bien. Le VIH-Sida ne devrait plus être considéré aujourd'hui comme une fatalité. Les personnes atteintes de cette maladie ne devraient pas subir l'exclusion sociale. Au Gabon, les peuples communément appelés pygmées restent très attachés à la forêt. Ces Gabonais à part entière ont un mode de vie sans danger pour la biodiversité. Estelle Amvan. Au Gabon, la communauté des pygmées qui comprend les Babongo, Bakoya, Baka, Barimba, Bagama est considérée comme des peuples autochtones. Depuis la nuit des temps, ils vivent en symbiose avec la forêt. Les peuples autochtones ont un rôle important. Aujourd'hui, le Gabon est inscrit dans la conservation de la biodiversité parce qu'on a trouvé une biodiversité qui existe. Mais ces peuples autochtones existaient déjà. Donc, ces peuples ont su préserver cette biodiversité que nous avons trouvée aujourd'hui par son mode de vie, sa façon de prélever pour satisfaire ses besoins. Elle a su faire ce qu'on appelle, cette population autochtone a su faire ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion durable. Parce que gérer durablement, c'est pouvoir satisfaire ses besoins tout en préservant aussi pour pouvoir satisfaire les besoins des générations futures. Pour ces peuples, la forêt est un tout où ils prélèvent leurs aliments, leurs matériaux de construction, mais surtout des remèdes pour se soigner. Les peuples autochtones dont on vient de parler ont su identifier plusieurs plants qui pouvaient soigner plusieurs maux. Et ils ont pu perdurer dans le temps en identifiant ces plantes qui peuvent avoir un apport sur le plan médicinal. Donc ce sont ces plantes-là aujourd'hui qui sont mises en valeur par des institutions comme l'IFAMETRA qui identifient les plantes qui peuvent soigner des maux bien précis. Donc je pense que la médecine moderne également s'inspire pour pouvoir élaborer tout ce qu'on a comme médicaments, pour pouvoir identifier les plantes qui ont des substances médicinales pour pouvoir élaborer des médicaments qui sont utilisés par la médecine moderne. Dans la lutte pour la préservation de la biodiversité, les peuples autochtones restent donc un atout indispensable. Page internationale à présent avec la libération d'Olivier Dubois, otage des djihadistes au Mali pendant 2 ans. Notre confrère est arrivé avant-hier en France où il retrouvera sa famille. Sidela Niman. Quelques larmes, des sourires et des étreintes. Le journaliste Olivier Dubois, otage pendant près de 2 ans de djihadistes au Mali, a atterri en France mardi et retrouvé ses proches. Avec lui, Jeffrey Wood, un humanitaire américain, lui aussi kidnappé par les djihadistes il y a plus de 6 ans. Les otages ont été récupérés, sains et saufs, par les autorités nigériennes avant d'être remis aux autorités françaises et américaines. Éprouvés par plusieurs années de captivité, Olivier Dubois et Jeffrey Woodke sont très heureux de pouvoir renouer avec leur famille, qu'ils rejoindront dès que possible. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Bazoum, actuellement en visite officielle au Togo, j'adresse mes sincères félicitations à l'ensemble des acteurs de notre pays qui ont permis cet heureux dénouement. Je remercie également nos partenaires français, mais aussi américains, pour leur coopération constante pour l'obtention de ces libérations. Je vous remercie. Olivier Dubois avait été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le GSIM, principale alliance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda. Il collaborait notamment avec le quotidien Libération et le magazine Le Point et vivait au Mali depuis 2015. Le reporter de 48 ans était le dernier Français connu comme retenu en otage par une organisation autre qu'un État.
Nous exprimons notre profonde gratitude et notre appréciation à nos partenaires nigériens et aussi les autres pays, les Français qui ont aidé à obtenir la libération de l'otage. Merci. Bon, je remercie d'abord Dieu et après Dieu, je remercie le gouvernement nigérien, le gouvernement américain et la France. Vive la France! Je suis très contente d'être encore à Niamey, au Niger, mon 12e pays. Je n'ai plus rien à dire sauf que bonjour à ma famille. C'est tout. Les circonstances de la libération des deux hommes restent pour l'heure inconnues, alors que les relations entre la France et la junte au pouvoir au Mali se sont considérablement détériorées. Paris a notamment retiré la totalité des soldats qui y étaient déployés dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Les enlèvements sont l'un des graves dangers encourus par les journalistes et les humanitaires locaux comme étrangers dans la région du Sahel. 2 employés de la branche malienne du Comité international de la Croix-Rouge kidnappés entre Gao et Kidal, dans le nord du Mali, il y a 2 semaines, avaient été libérés dimanche soir. Sport à présent avec le tournoi de Montaigu des U17 à 2 semaines de la compétition. Les Panthères sont en préparation au centre technique de Bikele. Djermingoma. La 50e édition du tournoi de Montaigu d'avril prochain verra bel et bien la participation de la sélection gabonaise des U16. Les poulains de l'ancien démissionnaire du centre sportif de Benje, Guy Blaise Ngamamba, sont désormais au centre sportif de Bikele, principal site sur lequel les jeunes joueurs vont peaufiner, affiner, affûter leurs armes avant de prendre véritablement leur départ pour Paris en France le 31 mars pour participer à cette compétition mondiale. Logés dans le groupe C, en compagnie de la République tchèque, le Japon et le Portugal, les jeunes Panthères devront mettre toutes les chances de leur côté afin de faire une bonne figure dans ce tournoi qui apparaît comme un tremplin pour ceux qui sauront tirer leur épingle du jeu. Le 2 avril prochain est la date de leur entrée en lice. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur TV+.